Mais tout de suite, je voudrais passer la parole à M. Djemiliev qui nous fait l'honneur de nous rejoindre dans cette rencontre. Et je crois que, d'une part, il est bien sûr inutile de le présenter, vous le connaissez tous, c'est un familier de Paris. Mais aussi, je pense que pour une manifestation comme celle-là, nul mieux que lui ne pouvait venir donner son point de vue sur l'usage qui est fait par la propagande de la mémoire d'un passé qu'il a lourdement vécu. Voilà, je lui passe tout de suite la parole. Je suis venu à Paris pour participer à une session de l'UNESCO. La question que nous avons discutée, c'était la préservation de l'héritage culturel tartare criméen. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que le représentant de la Russie, lors de nos débats, nous a fait part de ce dogme concernant le fait que le gouvernement ukrainien agissaient comme des fascistes qui tuaient les Polonais, qui tuaient les Juifs. Ça fait vraiment très très longtemps que je n'ai pas entendu un discours de ce genre. Évidemment, on a pu l'entendre à la Deuxième Guerre mondiale, mais maintenant, je suis un représentant le peuple natif de la Crimée, c'est-à-dire les Tartares criméens. Nous avons été occupés l'année dernière par la Russie. Vous savez que nous avons été déportés en 1944 de notre territoire national. L'accusation, tout du moins telle qu'on pouvait l'entendre à ce moment-là, c'était pour cause de collaboration avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'autant plus absurde que toute la population d'hommes en âge de servir avait été mobilisée dans l'armée rouge. Donc, véritablement, cela n'a pas beaucoup de sens. Ce que je voudrais ajouter, c'est que depuis les 20 et quelques années du régime soviétique en Crimée, il n'y a pas eu beaucoup de sympathisants pour cette occupation. Comme je l'ai déjà dit, les jeunes Tartares criméens étaient au front, ils se battaient contre l'Allemagne, et pendant ce temps-là, les NKVDistes traitaient le cas de leur famille, leurs épouses, leurs enfants. Les 2 premières années de la déportation de 1944 à 1946, nous avons scrupuleusement compté nos pertes et nous avons vu que nous avions pendant ces 2 années-là perdu 46% de la population des Tartares de Crimée. C'était un véritable génocide. Ceux qui sont restés pendant toutes ces années se sont battus pour le retour en Crimée. Bon nombre d'entre eux sont passés par les goulags, par les prisons, par les camps. Le retour des Tartares criméens est devenu possible au moment de la perestroïka, mais plus particulièrement au moment de la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine. C'est donc à ce moment-là que nous avons pu faire revivre nos traditions en Crimée. Et voici qu'aujourd'hui, nous sommes à nouveau occupés. Nous avons entendu à l'UNESCO aujourd'hui que le peuple
de Crimée. Il existe effectivement un terme de ce genre, que cette annexation était la volonté du peuple de Crimée. Le référendum du 16 mars de l'année dernière, que peut-on dire d'un référendum sous territoire occupé? Le référendum, si on peut l'appeler ainsi, on dit que la majeure partie de la population a voté pour. C'est un mensonge évident. Tous les Tartares criméens ont boycotté le référendum et sur 180 000 votants tartares criméens, il y a eu entre 90 et 120 personnes qui ont voté, c'est-à-dire 1,5% de la population totale. Même sur la population criméenne, par ailleurs, les votants ont été bien plus moins nombreux que dans les élections précédentes. On a dit que 85% de la population est venue voter. Cela est très invraisemblable. Au début, nous avons pensé approximativement qu'il y a eu 40% de votants, mais nous avons eu par la suite une information beaucoup plus exacte. Aujourd'hui, nous savons que c'est 34,2% de la population de la Crimée qui a participé et qui a voté au référendum. Actuellement, la Fédération de Russie a estimé devoir annexer la Crimée. La communauté internationale, l'Assemblée générale de l'ONU et d'autres instances internationales n'ont pas reconnu ce référendum et seul un pays, seuls quelques pays tels la Nicaragua, le CETI du Sud, etc., ont reconnu la validité de ce référendum. Actuellement, si nous devions organiser un référendum aujourd'hui, ce qui aujourd'hui ne serait pas du tout possible parce que c'est interdit par la législation russe, mais toutefois, si c'était le cas sur le statut de la Crimée, si jamais il devait y avoir un acte pareil, c'est contraire à la législation russe et on est redevable d'emprisonnement. Un journal russe dernièrement a écrit au moment du référendum de mars dernier, Criméens, nous vous félicitons pour le jour de ce référendum, mais rappelez-vous que ce sera le dernier. Actuellement, la situation en Crimée peut être décrite de la manière suivante. Il y a eu dernièrement une recherche menée sous l'égide de Forbes pour un petit peu élucider l'opinion des Criméens par rapport à la Russie et à l'Ukraine. Il y a eu toute une série de questions qui ont été posées donc aux Criméens et ils ont pu déterminer qu'actuellement 85% veulent rester en Russie et les 15 autres n'ont pas été capables de se déterminer. On m'a demandé de commenter cette chose là. Il faut être soit vendu, soit idiot pour faire
une recherche pareille, je peux vous garantir que 100% des téléphones sont sur écoute. Et cette recherche s'est faite au moyen de coups de téléphone. Les gens savaient parfaitement bien qu'ils parlaient avec des collaborateurs du FSB, c'est-à-dire des services secrets russes. Mais il y a une statistique autre. Il y a une quinzaine de jours à peu près, le journal La Pravda de Crimée a publié les résultats de conversations interactives sur Internet, et le sujet était encore une fois le statut de Crimée. Les résultats ont été les suivants. 61% ont dit qu'ils voulaient revenir en Ukraine. 20% souhaitent rester en Russie et 19% ont dit qu'ils ne prendraient pas par un référendum. Bien entendu, l'Internet, c'est un peu mieux, mais le lendemain, les autorités ont dit que ce site avait été piraté et que les résultats ne pouvait absolument pas être tenu pour vrai. Ce qui est bien évidemment de la rigolade, car quand il y a un piratage, le site ne fonctionne pas. Voilà. Actuellement, nous avons en Crimée un régime qui est très semblable au régime soviétique. Je dis semblable, pas tout à fait pareil. À l'époque de l'Union soviétique, on ne pouvait rien publier parce que tout relevait de l'État. Actuellement, nous avons l'Internet, nous avons d'autres moyens d'expression, mais le pire arrive après la publication. À partir du mois d'avril, on a tout un processus de réenregistrement, et dans les médias ne restent que ceux qui sont à 100% loyaux au régime. Il n'y a qu'une seule publication tartare qui a reçu sa licence, ou plutôt a eu sa licence renouvelée, et un petit journal pour enfants. Le seul télécanal en langue tartare criméenne, le seul au monde, a été fermé il y a quelques semaines. Ce n'est sans doute pas le plus essentiel, mais ce qui est essentiel, c'est l'atmosphère de peur totale qu'il y a en Crimée. Les gens ont peur de se parler, notamment sur sujet politique. Nous sommes à peu près comme dans les années 40-50 de l'époque de l'Union soviétique. Les arrestations ont eu lieu pour n'importe quelle raison. Actuellement, il y a maintenant des arrestations concernant le 24 février de l'an dernier. Événements qui ont eu lieu quand la Crimée était encore ukrainienne. Ces événements, de quoi s'agit-il? Il s'agissait d'une réunion des Tartares contre les forces d'occupation et les forces pro-russes. Ce jour-là, il y a un certain nombre d'individus qui ont fait pression sur les députés criméens pour qu'ils votent la réunion avec la Russie. De ce fait, ce 24 février-là, ils n'ont pas réussi le coup. Donc, actuellement, aujourd'hui, les autorités de la Fédération russe ont démarré une enquête très très importante pour savoir qui a organisé le 24 février. Évidemment, c'est parfaitement absurde, on peut en rire, mais voilà la réalité d'aujourd'hui.
Une autre différence entre le régime d'aujourd'hui et le régime soviétique, c'est qu'à l'époque de l'Union soviétique, tout du moins lors des 10 dernières années de son existence, il n'y a pas eu d'abdication ni de meurtre secret, alors qu'actuellement, on en a au Crimée. Sous le régime soviétique, il y avait ne serait-ce qu'un semblant de procédure, il y avait des semblants de jugement, mais tout simplement être abdiqué et 3 jours après on retrouve un cadavre, on n'avait pas ça. Donc il y a une pression très forte, notamment pour partir, pour quitter la Crimée. Il y a aussi tout le temps des appels vis-à-vis des Tartares de Crimée pour patienter, pour faire le dos rond en quelque sorte. Mais malgré tous ces appels, les gens ont peur, notamment pour leurs enfants, et ils quittent la Crimée. Le commissariat pour les réfugiés de l'ONU, tout du moins les chiffres que je vais citer datent de l'an dernier, était question de 28 000 réfugiés criméens. Aujourd'hui, le chiffre est certainement beaucoup plus important et ce chiffre ira en croissant. De plus, il y a la question de la situation sociale de cette population. À titre d'exemple, vous devez savoir que 85% de l'électricité pour la Crimée vient d'Ukraine. L'eau également vient d'Ukraine. 82% des produits alimentaires viennent d'Ukraine. Si par le passé, comme vous le savez, l'industrie du tourisme était florissant avec littéralement des millions des visiteurs qui venaient en Crimée, aujourd'hui tout cela est terminé. Le tourisme n'existe pas et ne peut pas exister car il n'y a pas de vol, il n'y a pas de train, il n'y a que des vols de Russie qui, oui, eux, voyagent comme à l'époque soviétique, des groupes de touristes. Comme j'ai déjà dit, les produits alimentaires viennent d'Ukraine. L'Ukraine considère qu'on ne peut pas laisser les Criméens en tant que citoyens d'Ukraine sans s'approvisionnement alimentaire. La situation sociale dès les premiers jours de l'occupation, il y a eu effectivement une augmentation très importante de salaires et de pensions, mais très rapidement ces niveaux sont retombés au niveau précédent, alors que par ailleurs l'inflation fait que les prix ont augmenté de 2 voire même de 3 fois. L'idée que la Crimée puisse être rendue à l'Ukraine est extrêmement peu probable. Actuellement, la Crimée est transformée en base militaire où on accumule la technologie militaire la plus moderne et ces derniers temps, notamment des armements les plus contemporains suite à la signature du mémorandum de Budapest, il y a eu une baisse au niveau notamment de l'arme nucléaire. Maintenant, il faut revenir les armes nucléaires et notamment les Iskander qui avaient été interdits auparavant. Nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire pour la Crimée. Ça pourrait être une catastrophe non seulement pour la Russie, pour l'Ukraine, mais pour l'humanité tout entière. La seule solution, à notre avis, c'est qu'il devrait y avoir
des sanctions, mais des sanctions contre le pays agresseur, mais suffisamment effectives pour que l'agresseur quitte le territoire de la Crimée. Nous ne voyons pas d'autre solution. Bien entendu, il faut en même temps renforcer la capacité de défense de l'Ukraine. Lorsque l'on dit qu'il ne faut pas livrer des armes à l'Ukraine, car ce serait une façon de favoriser l'escalade des faits militaires, pour nous c'est totalement incompréhensible. Donc on tire sur les Ukrainiens et les Ukrainiens sont censés ne pas bouger et ne pas répondre. Il y a aussi une pensée qui circule beaucoup, à savoir que pour pacifier Poutine, il faut lui donner la Crimée. Peut-être qu'il se calmera si on lui laisse la Crimée. Je pense qu'on peut tirer des parallèles historiques par rapport à 1938 pour pacifier Hitler. Tout le monde a été d'accord pour l'occupation des Sudètes en Tchécoslovaquie. Chamberlain, quand il est revenu à Londres, a dit « Je vous ai rapporté la paix ». En réalité, il s'est avéré qu'il a rapporté la Deuxième Guerre mondiale. Il me semble que si la communauté internationale aujourd'hui peut être d'accord avec cette énorme agression qui peut être qualifiée de banditisme, l'humanité est en grave danger. Merci beaucoup. Je vous remercie vivement de cette présentation que vous avez faite de la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la Crimée, après un passé qui a été plus que tumultueux. Et on constate que la Crimée d'aujourd'hui a moins d'autonomie qu'elle n'en avait il n'y a pas si longtemps, et que beaucoup de Tatars qui forment le cœur de la population d'origine de la Crimée quittent le territoire ou sont tentés de le quitter. Et je voulais vous demander où vont-ils et s'organisent-ils entre eux pour conserver une identité tatare qui servira plus tard de référence. Je pense que la majeure partie des Tatars criméens vont vers l'Ukraine de l'Ouest, dans les oblasts de Lviv, de Ternopil, d'Ivano-Frankivsk, dans la mesure où ils sont très chaleureusement reçus dans ces régions. Il y a à peu près 4500 Tatars à Kyiv. Il y a un certain nombre de Tatars criméens dans la région de Kherson. Nous avons eu l'occasion de discuter de cette question avec le président Poroshenko et ma proposition aurait été qu'il y ait une concentration de Tatars criméens dans la oblast de Kherson, de sorte à pouvoir plus facilement revenir le moment rendu. Nous avons également discuté avec le président de l'idée de créer une unité militaire propre pour les Tatars criméens, dans la mesure où l'oblast de Kherson n'est pas particulièrement en sécurité actuellement non plus. Il faut effectivement qu'il y ait un niveau de défense important. En tout cas, après la libération de la Crimée, nous devons rentrer en Crimée et nous y installer. Il y a un certain nombre de familles qui ont quitté l'Ukraine. Nous avons discuté avec le Premier ministre de la Turquie
qui m'a dit nous avons beaucoup de réfugiés syriens, nous pouvons accueillir des réfugiés tartares. Je lui ai dit que je le remerciais, mais que je préférerais pas parce que les Tartares criméens, une fois partis là-bas, ils ne rentreront pas. La culture est trop semblable à partir de 1783. Les Tartares criméens ont été obligés de quitter la Crimée pour sauvegarder leur vie. Très rapidement, ils sont devenus une minorité ethnique, alors qu'actuellement, d'après les statistiques que nous pouvons avoir, il y a 10 fois plus de Tartares criméens en Turquie aujourd'hui qu'en Crimée ou que ce soit d'autres, y compris la Russie. Je suppose que quelques personnes d'entre vous souhaiteront poser quelques questions à M. Djemilov pendant qu'il est encore ici, parce que je crois qu'il doit nous quitter assez rapidement. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Alexis, je suis ukrainien. Je vais poser la question en français et ensuite je la poserai en russe pour M. Djemilov. Donc ma question c'est, si vous pouvez, vous pouvez vous adresser aux gens qui sont aujourd'hui devant vous. Imaginez qu'ici il y a toute l'élite politique française et tout le gouvernement français qui est devant vous. Donc quelles sont les 3 choses que vous pourriez leur transmettre comme message et quelles sont les 3 choses que l'Ukraine et les Tatars de Crimée ont besoin aujourd'hui. Voilà. Merci. Господин Джемилев, здравствуйте, меня зовут Алексей, я украинец. Если бы вместо нас здесь сидела вся политическая элита Франции, чтобы вы могли им сказать 3 вещи, основные, которые нужны Украине и крымско-татарскому народу сегодня. Спасибо. Il y a quelques mois, avant que Poutine ne vienne en Turquie, nous avons été invités par Erdogan, le président de la Turquie, pour se renseigner, et on nous a posé la question que faudrait-il faire pour que notre situation s'améliorerait. Il m'a dit: demain je vois Poutine, qu'est-ce que vous voudriez que je lui dise? Je lui ai dit: mais qu'est-ce qu'on peut exiger du président d'un autre pays qu'une seule demande, qu'il s'en aille de notre territoire. Et je lui ai demandé encore une question. Il a été d'accord. Monsieur Poutine, qui est le président d'un grand pays, mais pourquoi est-il tellement trouillard? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de laisser Djemilov et Chubarov revenir dans leur pays? Après tout, chez vous, il y a une opposition aussi. Vous n'obligez pas ces gens-là à partir. Vous n'avez suffisamment de force que pour un tout petite nation comme les Tartares criméens. En tout cas, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il a dit que nous, avec Chubarov, on ne nous laisserait pas leur rentrer en Crimée parce que nous étions des extrémistes. Quant à la question de savoir ce qu'on pouvait faire pour les Tartares criméens, il faut savoir que notre destin est lié au destin de l'Ukraine. Il n'y a pas d'autre solution pour cette question. Le 12 mars, c'est-à-dire 4 jours avant le référendum, lorsque nous en discutions au téléphone avec Poutine, il nous brossait une perspective lumineuse de notre avenir dans le cadre de la Fédération de Russie. Il nous disait qu'il allait tout décider, tous les problèmes sociaux et autres, que tout allait être résolu très rapidement,
temps et que tout allait être, que très rapidement tout allait aller tellement mieux que depuis 23 ans de l'indépendance ukrainienne. Je lui ai répondu que dans la situation dans laquelle nous nous trouvions, la responsabilité la plus importante était du côté de la Russie, car en 1944, au moment de la déportation, nous faisions partie de la Russie. Et de ce fait, nous, à ce moment-là, déjà, nous attendions une solution pour les problèmes sociaux, mais le fait de... mais si véritablement, lui ai-je dit, si véritablement il voulait nous aider, eh bien, il fallait venir discuter avec nous. Et pour qu'on puisse négocier, l'armée russe devait partir. Donc, je lui ai dit que la clé de la solution de tous les problèmes, c'est de faire partir l'armée. Que peut faire la France? Je l'ai déjà dit, je pense qu'il n'y a pas de solution militaire à la question. Et je pense que la seule façon d'agir serait de renforcer les sanctions. Je comprends très bien que les sanctions coûtent cher aussi bien pour les pays qui les décident. Mais sachez que si vous ne payez pas aujourd'hui, vous paierez 10 fois plus tard. Si vous donnez la possibilité à l'agresseur de faire tout ce qu'il veut en ce 21e siècle, de venir occuper n'importe quel territoire, je pense que cela constitue un danger important pour l'ordre mondial. Quant à la question des Mistral que la France devait transmettre à la Russie, sous condition d'appliquer les accords de Minsk, cela, je dois dire, m'étonne énormément dans la mesure où il n'y a pas un seul mot dans les accords de Minsk concernant le rétablissement de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Dernièrement, on dit à Kiev, à titre de blague, on dit à Kiev maintenant qu'on pourra rendre la Crimée à l'Ukraine le jour où les soldats russes cessent de jeter des peluches partout. Il faut savoir que dans les peluches, il y a des explosifs. Donc, je considère qu'il faut mener une politique extrêmement sévère et de bien comprendre pourquoi cette agression a commencé. Il n'y a jamais eu de fin aux tentatives d'agression, mais personne n'a jamais pu s'imaginer qu'au XXIe siècle, comme ça d'un coup d'un seul, et après la signature du mémorandum de Budapest de 2004, où les pays occidentaux garantissent l'intégrité territoriale de l'Ukraine, personne ne pouvait pas l'imaginer peut-être, mais chaque pays occidental, y compris la France, est coupable. Mr. Dzhemilev, Anton Shekhovtsov, myself from Crimea. So, as you are interested in the return of Crimea into Ukraine, my question is this: how possible is the growth of loyalty among the Crimean Tatars towards Russia? For example, the ATR TV channel was closed. We know this, but then what we also have is the Crimea is now isolated in terms of transport. That would probably create a feeling among the Crimeans that they are cut off Ukraine for a long period of time. So, do you think that that loyalty towards new homeland may be growing in time among Crimean Tatars? Actuellement, pour ce qui est du jour d'aujourd'hui, je peux en parler. Pour ce qui est de l'avenir, il n'est pas tout à fait facile
de s'imaginer ce qui peut se passer. Pour le jour d'aujourd'hui, je crois que les gens attendent que ce cauchemar se termine. Il y a une partie de la population qui estime que cette occupation va durer longtemps, voire même jusqu'à la fin de leur vie, et que de ce fait, il faut s'adapter. Y compris au niveau de la législation russe. Et il y a un groupe encore plus petit qui est formé par les forces de l'occupation, qui comporte un certain nombre de Tartares qui collaborent. Bien entendu, ces gens-là craignent plus que toute autre chose que les occupants ne partent. Actuellement, ils sentent que les forces d'occupation sont là et ça les réconforte. Comment est-ce que tout cela peut évoluer à l'avenir? Chacun a ses propres valeurs, sa propre échelle de valeurs. Pour certains, avoir de la nourriture, avoir de la patate suffit. Pendant longtemps, vous le savez, les Tartares criméens ont lutté pour leur liberté, pour le retour dans leur patrie historique. Et aujourd'hui, cette ambiance de manque de liberté qui règne, cette propagande de masse, cette peur de masse est là. Mais je dirais que si le pouvoir soviétique n'a pas réussi pendant 70 ans à en faire des Tartares des loyaux citoyens russes, je pense que cette force d'occupation a des chances de ne pas y arriver non plus. Bien sûr, la fermeture de ATR, c'est-à-dire de la télévision tartare, ce n'était pas une chaîne révolutionnaire qui luttait complètement contre l'occupation. Au contraire, c'était un genre de télévision éducative, culturelle, qui donnait des informations, notamment au plan local. Et leur programme était en tartare criméen, en russe et en ukrainien. Alors les forces d'occupation voient rouge quand ils voient que les Tartares parlent ukrainien. Ce sont des attitudes pathologiques de leur part vis-à-vis de la langue ukrainienne, vis-à-vis du drapeau ukrainien, etc. Bien entendu, le grand danger de ATR, c'était que c'est une chaîne qui ne mentait pas, qui disait la vérité et ne glorifiait pas les forces d'occupation. Le journal Amnit, qui a reçu un certain nombre d'avertissements pour extrémisme, en quoi constituait cet extrémisme, leur point de vue était de dire que la Crimée ne s'est pas elle-même unie à la Russie, mais ils ont employé des termes comme occupation et annexion. Donc c'est en cela que consiste leur extrémisme. Dans n'importe quel pays, lorsqu'on vit sous occupation, chacun montre ce qu'il vaut. Le Medjlis du peuple tartare criméen, beaucoup de gens critiquaient cet organisme. Il y a eu des enquêtes sociologiques à cet égard faites par l'Institut Rozumkov, c'est-à-dire le plus expert en Ukraine. La question qui était posée, c'était en quelle mesure est-ce que les Criméens faisaient confiance au Medjlis. Alors,
il y a eu divers points de vue. Certains étaient soutenus chaleureusement, d'autres avec un peu de critique. Mais de façon générale, l'opinion était positive. 82% des Tartares criméens ont dit que le Medjlis était d'accord pour que le Medjlis représente les Tartares criméens. Certains ont dit que le Medjlis ne représentait pas suffisamment les intérêts des Tartares. Quand j'en étais le président, je partageais ce même point de vue. Et un autre pourcentage, un petit pourcentage, a dit que le Medjlis n'était pas utile. En revanche, après l'occupation, il y a pratiquement plus de critiques du Medjlis parmi les Tartares criméens, sauf pour les occupants sur place. Les occupants comptaient pour pouvoir pactiser avec le Medjlis et espéraient que le Medjlis allait déclarer son accord pour l'occupation. Eh bien, c'est raté. Lors des conversations avec Poutine le 19 mars, c'était aussi le sujet de la conversation. Il aurait voulu qu'il y ait chez les Tartares un Kadyrov sur qui il pouvait compter. Vous aurez remarqué que beaucoup d'efforts sont faits pour casser les membres du Medjlis. Et il faut une nouvelle élection, étant donné que l'actuel président du Medjlis est interdit de séjour en Crimée. Donc, il y a une forte pression pour propager l'idée d'une nouvelle élection. Il y a un dénommé Yüksel que lui non plus est interdit de séjour maintenant en Crimée. On lui dit si vous par exemple, on dit à son épouse, si vous votez en faveur du candidat que nous allons proposer, eh bien, on laissera votre mari rentrer en Crimée. Des méthodes tout à fait classiques. À d'autres, on dit on dit que si vous ne votez pas comme il faut, de toute façon, il y aura des institutions parallèles, y compris au niveau confessionnel, qui seront mises en place. Donc, c'est du chantage pur et simple. Et de façon générale, je dois dire que la perspective de ce dont nous parlons, à savoir que les Tartares criméens deviennent des citoyens loyaux de la Fédération de Russie. De toutes les façons, vous savez qu'il est impossible d'exprimer son mécontentement. Il ne s'agit pas de ça. Mais je peux vous dire que la très grande majorité ne deviendra jamais citoyen loyal de la République, de la Fédération russe. Oui, je crois que voilà, on m'a fait signe que l'emploi du temps Bon, peut-être une question, alors très brève, parce que je crois que le temps est vraiment compté pour M. Djemilov. Alors, allez-y. Non, je peux parler en français et traduire en russe, ou plutôt en russe pour... Je vais m'exprimer plutôt en russe. Je ne peux pas ne pas poser cette question. Après que M. Djemilov a parlé des peluches, je voudrais justement parler du rôle des peluches dans l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique.
politique. Lorsque j'étais en Israël en 1974, et j'ai eu l'occasion d'entendre un sapeur qui avait déminé des mines qui avaient été placées par des terroristes. Et il a dit à ce moment-là qu'il faut être vraiment prendre des précautions parce que les jouets quels qu'ils soient, mais notamment les jouets et les peluches qui viennent de Russie, et une autre partie vient de Chine. L'une comme l'autre soutiennent le moment de la libération de la Palestine. C'est la même chose que vous savez, et les méthodes sont les mêmes. Et mon question est, si c'était le jeu des enfants, était le travail des gens des procurations, c'est-à-dire de la République, entre guillemets, en Ukraine, ou si leur patron russe. Non. Вы есть какие комментарии на это? No. À propos, concernant les peluches et les jouets d'enfants qu'on jetait un petit peu partout, il me semble que c'est c'est un fait qui n'est pas généralement connu. Cette information devrait être mieux connue. Lorsqu'on nous dit qu'il y a un gouvernement fasciste et bandériste qui menace la population russophone, on est très loin de la réalité, dans la mesure où tous ces gens-là qui s'apprêtent à défendre la population russophone s'occupent justement de jeter partout ces fameux peluches et jouets d'enfants. On va peut-être vous libérer parce que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. Nous vous remercions très sincèrement d'être venu faire un crochet pour venir nous voir, et vous avez vu avec quelle attention vous avez été écoutés, et j'espère que vous aurez prochainement l'occasion de revenir nous voir, mais croyez bien que nous ne mettons pas la Crimée entre parenthèses, et nous savons que l'identité de cette région repose sur les Tatars. Et je me souviens de ce qu'a dit il n'y a pas très longtemps votre successeur, M. Choubarov, en disant que la menace qui passe sur les Tatars est plus grave encore que ce que d'autres minorités ont pu subir ailleurs, parce que les Tatars n'ont nulle part où aller, sinon à rester dans leur pays d'origine, la Crimée. Voilà. Merci beaucoup.